Bonjour à tous, nous sommes le mardi 3 mars et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de l'avenir de Jürgen Klopp. L'entraîneur allemand pourrait prendre le départ du complexe Red Bull, du groupe Red Bull. Évidemment, ce serait un événement, évidemment, ça poserait des questions sur son avenir, donc on va en parler. Nous évoquerons également 2 points du côté du Real Madrid. Le premier, c'est la situation médicale de Kylian Mbappé. Le deuxième, c'est leur piètre prestation face à Retafe. On parlera ensuite d'un sujet un peu plus global, c'est les sanctions qui sont attribuées au club dans le cas de comportements absolument inacceptables dans les stades. Ici, on parlera plus précisément de saluts nazes, mais vous comprenez bien que c'est pas que des saluts nazes, c'est qu'il y a certains mots qu'il vaut mieux pas prononcer pour la censure. Et le dernier point qu'on évoquera, c'est l'avenir de Darwin Núñez, qui d'ailleurs est un symbole de la très mauvaise gestion de la Saudi Pro League pour certains clubs, mais ça on y reviendra et je vais détailler. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Jürgen Klopp pourrait partir du groupe Red Bull 1 an et demi seulement après son arrivée cet été. C'est la presse autrichienne qui l'évoque. Évidemment, la direction Red Bull nie toute volonté de départ et dit que tout se passe bien, mais vous savez ce que dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Et en tout cas, la fumée ou même le feu, on le voit d'un point de vue résultat sportif parce que les groupes de l'écurie Red Bull ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes. Si on prend par exemple le RB Leipzig, c'est 5e en Bundesliga. Salzbourg est premier d'Autriche, encore heureux, mais vous voyez ce classement de Ligue Europa honteux, synonyme d'élimination dès la phase de groupe. Et on dit également que Jürgen Klopp est peu investi dans le projet Paris FC. Rappelons que Red Bull reste un investisseur minoritaire pour ce projet, mais que son expertise est évidemment énormément attendue. Par contre, c'est assez intéressant de voir qu'on a des sons de cloche assez contradictoires sur comment se sent Jürgen Klopp. La presse autrichienne va dire que c'est pas non plus ultra jojo dans le projet, mais l'agent de Jürgen Klopp disait qu'il était très heureux dans ce projet. Il y a de ça seulement peu de temps, mais en même temps, on imagine mal le mec aller dire que Jürgen Klopp vivait une situation apocalyptique alors qu'il était encore sous contrat. C'est Olivier Glasner qui est annoncé comme le favori pour le remplacer. Il a l'avantage de connaître l'Autriche et l'Allemagne, qui sont évidemment 2 pays phares pour les équipes de Red Bull. Il est actuellement en poste, il est entraîneur de Crystal Palace, mais le club anglais a pas des résultats qui garantissent son avenir sur le banc. Et justement, l'avenir de Jürgen Klopp, ce serait également une question. Le revoir sur un banc, ce serait un truc attendu par tous les fans de foot, mais pour moi, la grande interrogation, au-delà de où il va signer, c'est dans quel type de poste il va signer. Est-ce que ce sera un poste de sélectionneur, quelque chose qui lui permettra de souffler un petit peu? On sait qu'il était arrivé à une certaine overdose du côté de Liverpool, ou est-ce qu'il s'est suffisamment reposé avec ce poste chez Red Bull, et auquel cas on pourrait le revoir sur le banc d'un club. En tout cas, si l'histoire se termine bel et bien entre Red Bull et Jürgen Klopp, il y a bien des clubs qui vont venir au renseignement. Enfin, la vérité sur Kylian Mbappé, parce que là ça commençait à devenir toxique, cette non-communication du Real Madrid. Quand le joueur jouait, il était clairement mauvais. Quand il était absent, on pointait du doigt le fait qu'il manquait de régularité sur sa présence. Et bien désormais, c'est officiel, l'international français souffre d'une entorse au genou et il va donc être mis au repos pour récupérer de sa blessure. Alors ça fait donc quasiment 3 mois que Kylian Mbappé dispute des matchs en étant diminué physiquement. C'est une dinguerie, on imagine que ça part d'une volonté d'aider son équipe et d'avoir une saison faite de continuité, mais quand on tire un peu trop sur la corde alors qu'on est déjà blessé, eh bien on risque d'avoir une absence plus longue. Et là justement, l'absence, même s'il n'y a pas d'opération, elle s'annonce quand même pas anodine. Le Real Madrid espère qu'il sera de retour avant 3 semaines pour le retour du match face à Manchester City en Ligue des Champions, mais c'est tout de même une absence qui n'a rien d'anecdotique et on va même se poser la question sur les matchs avec l'équipe de France qui auront lieu fin mars. Ils sont importants parce que ce sont des matchs amicaux, certes, mais prestigieux. Il y a par exemple une rencontre face au Brésil et surtout, ils sont aux États-Unis, donc il y a ce côté pré-tournée avant la Coupe du Monde. On imagine que si Kylian Mbappé est tout juste remis, le Real Madrid et même le joueur seront peut-être pas ultra chauds pour aller au charbon avec la sélection pour des matchs qui comptent pour peanuts, mais en tout cas, une chose est sûre, on a désormais le fin mot de l'histoire concernant la situation médicale de Kylian Mbappé. Pour éviter des critiques, je pense que c'est mieux que le joueur se repose un petit peu parce que jouer diminué, ça crée toujours beaucoup de frustration.
C'est sans nul doute un des pires matchs du Real Madrid que j'ai vu depuis un bon moment. Défaite 1-0 au Bernabéu en plus face à Retafe, un Retafe qui a bénéficié d'un grand gardien, un Retafe qui a inscrit un but somptueux, mais difficile de voir autre chose qu'une contre-performance massive du Real Madrid tant beaucoup de joueurs n'ont tout simplement pas été au niveau. Voici les compos qui étaient alignés. Trent a sorti un match historiquement mauvais, vous sentirez mieux que lui hier soir, il a tout simplement tout raté et toute la ligne défensive du Real Madrid était dans les choux, techniquement, en termes de confiance, de justesse des interventions. Parfois, je me mets à la place de Thibaut Courtois, qui est un gardien absolument fabuleux, qui pouvait d'ailleurs rien faire sur le but qu'a pris le Real Madrid, et je me dis qu'il doit être mais en dépression, parce qu'il est tellement supérieur aux autres défensifs du côté du Real Madrid. Alors devant, qu'est-ce qu'on peut sauver ? Valverde qui a fait un match où il a été le moteur habituel. Vous fiez pas aux notes SofaScore d'ailleurs, hein, je vous affiche la composition pour que vous voyez les joueurs, mais les notes valent pas grand chose. Vinicius Junior a raté, il a eu du déchet, mais au moins il a provoqué du danger. Et enfin, au milieu de terrain, le cadeau empoisonné, c'était pour Pitarch qui connaissait sa première titularisation. J'ai trouvé que il s'en était pas trop mal sorti, il fait pas vraiment un bon match, mais tous les cadres ont sombré autour de lui. C'était un match où il avait une grosse pression, étant donné que c'était une grande première pour lui. Et malgré tout, il sort une prestation où il est loin d'être le plus mauvais, donc pour ça j'ai envie de dire bravo. Les stats de la rencontre vous montrent une domination outrageuse du Real Madrid en termes de possession. Il y avait du tir, mais pas d'efficacité, un beau gardien en face, mais surtout le classement de la Liga. Deuxième défaite de suite pour le Real Madrid dans le championnat après celle à Osasuna. Résultat, le Barça a désormais 4 points d'avance et une belle différence de but. On sait que la Liga, ça se joue à peu de choses, que la moindre défaite te coûte cher. Ici, t'en as 2 de suite pour le Real Madrid. C'est peut-être le tournant du championnat espagnol. 3 demeurés ont été condamnés pour avoir fait des saluts nazes, je dis nazes mais vous comprenez ce dont je parle, dans un stade, et ça c'est évidemment une excellente nouvelle. Ils n'auront plus jamais le droit de rentrer dans une enceinte sportive de football, et on veut pas de ces gestes dans un stade, on les veut pas dans la société tout court. Évidemment, tout le monde va se réjouir de cette bonne nouvelle, une condamnation qui a bel et bien lieu. Par contre, il y a un point qui généralement chez les supporters crée un petit peu de débat, c'est que Tottenham s'est vu sanctionné d'une amende de 30 000 € et d'une condamnation avec sursis à pas pouvoir mettre en place de billetterie pour les matchs à l'extérieur pour ses supporters en cas de récidive. C'est le principe d'un sursis. Et parfois, on a pas mal de personnes qui disent que ces sanctions sont injustes envers les clubs. Je considère que non, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi certains disent que c'est injuste ? Eh bien, tout simplement parce que quand tu as des milliers, voire des dizaines de milliers de supporters, suivant que tu es à l'extérieur ou à domicile, tu peux pas évidemment contrôler le moindre demeuré qui voudrait faire un geste ignoble. S'il suffit de 3 mecs, on le voit ici, c'est le nombre de personnes dans cet exemple spécifique. Et évidemment, en tant que club, tu peux pas avoir l'antécédent et faire une évaluation psychologique de chaque supporter. Mais par contre, pour moi, les sanctions collectives, elles sont quand même importantes parce que déjà, elles sont plus symboliques qu'autre chose. 30 000 € pour Tottenham, c'est pas grand chose, mais ça oblige à réagir et à empêcher que ça se reproduise en étant ferme. Parce que si t'as jamais la possibilité de contrôler chaque demeuré dans ton club, on a quand même vu des clubs faire un peu les aveugles sur ces sujets-là. Parce que ces supporters sont parfois membres de groupes d'ultra, qui sont parfois extrêmement influents, et du coup il y a des clubs qui préfèrent mettre ça sous le tapis, qui n'ont pas une grande éthique, et qui se disent bon, on va s'économiser quelques problèmes en interne avec nos supporters, on va faire comme si on n'avait rien vu. C'est évidemment une décision extrêmement lâche, une décision qui est à condamner, et sanctionner les clubs, je dis pas que Tottenham fait ça évidemment, mais sanctionner les clubs, ça permet d'éviter ce genre de réaction. Donc ouais, même si ça peut être perçu comme injuste, au bout d'un moment, si on veut lutter contre ces énergumènes dans le football, mais aussi dans notre société, faut mettre en place des actions bel et bien réelles. Les super messages, les super brassards, c'est vachement bien de dire non contre le racisme, de poser avec un petit fanion au début des matchs, mais des belles sanctions réelles, ça a quand même plus d'impact.
La situation de Darwin Núñez est le symbole d'à quel point la Saudi Pro League c'est parfois le bordel. Le joueur a signé à Al Hilal au cours de ce mercato estival, il a rejoint la Saudi Pro League. Le problème, c'est qu'il y a Karim Benzema qui a débarqué en cours de saison. Qu'en Saudi Pro League, un club peut avoir seulement 8 joueurs étrangers et que du coup, ce cher Darwin Núñez, il se voit être mis dans la liste des joueurs qui ne peuvent pas disputer le championnat saoudien pour pas dépasser cette fameuse limite de joueurs étrangers. C'est un comble pour un mec qui a été recruté une belle somme au cours de l'été dernier, c'est un comble pour un mec qui jouait jusqu'à présent et du coup la presse s'affole, notamment en Angleterre, sur la destination future possible de Darwin Núñez parce qu'évidemment dans ces conditions, il ne peut pas rester en Saudi Pro League. Il y a une concurrence qui est annoncée entre Newcastle qui est éternellement à la recherche d'un nouveau numéro 9 en plus de ce qu'ils ont déjà fait et Chelsea qui est évidemment évoqué dès qu'il s'agit d'aller recruter des joueurs où il faut poser un gros billet. On rappelle que Darwin Núñez il est engagé en Saudi Pro League, vous le voyez, jusqu'en 2028. Bon, évidemment, ça vaut pas grand-chose, mais il avait été acheté 35 millions d'euros, une belle moins-value pour Liverpool qu'il avait acheté 85 millions d'euros en 2022. C'est un joueur que je considère comme étant doué, mais avec des limites techniques qui sont trop importantes pour un club de très très haut niveau. Donc je suis curieux de voir où il va terminer, mais en tout cas, il doit être assez énervé concernant sa gestion du côté d'Al Hilal, parce qu'il faut avouer que c'est assez comique. Terminé pour le journal du jour, je sais pas si vous en êtes rendu compte. Au cours du news, j'ai mon spot qui s'est décidé à monter la luminosité progressivement sans que j'y touche. J'ai pas de télécommande, hein, c'est pas moi qui fais ça, je pense qu'il y a un fantôme qui veut me réduire au silence. Bon, une fois qu'on a dit ça, vidéo de cet après-midi, je ne sais toujours pas si je vous ferai la petite tier list pour vous donner un petit peu ce que j'ai en cours. Il y a également un sujet autour de l'avenir de Bruno Guimaraes qui m'intéresse particulièrement. Il y a également un sujet de Manchester United qui veut remplacer Casemiro et évidemment les deux peuvent être intrinsèquement liés et d'ailleurs la presse anglaise ne s'en prive pas. J'ai failli en faire une news, ça pourrait être un sujet intéressant mais je ne sais pas encore si je vais partir sur ça ou autre chose. Donc je vous donne simplement rendez-vous cet après-midi qui fait bien votre journée. Salut!